Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Procès de Karim Wade devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite au Sénégal. L'ancien ministre sénégalais doit justifier un patrimoine de quelques 117 milliards de francs CFA. Comment inciter au retour de la diaspora? La question est à l'ordre du jour en Guinée. Un fonds d'appui au projet des Guinéens de l'étranger a été mis en place. Les précisions dans cette édition. Et puis mobilisation pour endiguer la propagation du virus Ebola au Nigeria. Les médias sont invités à jouer leur rôle de relais d'opinion en véhiculant des messages préventifs. La reprise du procès de Karim Wade le lundi 18 août a été rythmée par les batailles de procédure après que la Cour de répression de l'enrichissement illicite se soit déclarée compétente à juger Karim Wade. Les avocats de la défense ont présenté une demande de sursis à statuer le temps que toutes les requêtes déposées auprès de la Cour suprême soient examinées. Mais cette bataille de procédure a tourné court pour les avocats de Karim Wade. Notre correspondant Djibril Fofana nous en dit plus. L'étau se resserre autour de Karim Wade. La bataille de procédure engagée par sa défense ne semble pas porter ses fruits. Après la déclaration de compétence de la CREI à la reprise du procès lundi 18 août, les avocats de la défense avaient demandé à la Cour de surseoir au procès afin de permettre l'examen des requêtes déposées auprès de la Cour suprême. Mardi, la Cour suprême a déclaré cette requête irrecevable. Ce mercredi, la CREI a rejeté le sursis à statuer déposé par les avocats de Karim Wade. Un enchaînement de revers judiciaires que ces derniers qualifient de déni de justice. Pour la partie civile, il est temps de passer à l'examen de fond du dossier. Ces tentatives de divertir la Cour n'empêcheront pas la partie civile d'être là et de défendre son dossier. Si vraiment Karim veut démontrer son innocence, alors bonjour, le procès. On n'a qu'à aborder le fond, les témoins, les preuves, le débat contradictoire. C'est un procès. Il faudrait qu'on puisse entendre M. Wade, on ne l'a pas encore entendu. La bataille de procédure concerne surtout la compétence et la légitimité de la CREI à juger le fils de l'ancien président de la République. Cette juridiction spéciale, réactivée par le président de la République Macky Sall, est contestée. Sa spécificité dans l'ordonnancement judiciaire au Sénégal est remise en question par de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme. Elle ne présenterait pas toutes les garanties d'un procès équitable. La Constitution nationale du Sénégal garantit à tout citoyen qui est condamné, jugé, quand il estime que le jugement qui lui a été infligé n'est pas un jugement équitable, de pouvoir avoir recours à une juridiction supérieure. Et le cas en est que la CREI est une loi interne. La Constitution a la suprématie du point de vue de la hiérarchie des valeurs sur la CREI, mais pourquoi on a voulu privilégier la CREI au détriment d'une loi qui est supérieure à elle-même? Ça pose un problème. En détention provisoire depuis avril 2013, Karim Wade est accusé d'avoir illégalement acquis 117 milliards de francs CFA par le biais de montages financiers complexes du temps où il était conseiller puis ministre de son père. Ce procès est inédit dans l'histoire de la justice au Sénégal. C'est la première fois que le délit d'enrichissement illicite est jugé. En Mauritanie, c'est Yahya Ould Ademin qui vient d'être nommé Premier ministre. Yahya Ould Ademin a été chef du service achat de la Société nationale et industrielle et minière, directeur général de l'assainissement, transport et maintenance. Il est diplômé de l'école polytechnique de Montréal et occupait jusqu'à présent le poste de ministre de l'équipement et des transports. Quels sont les défis et les priorités du nouveau chef du gouvernement mauritanien? Réponse avec Charles de Jouvenel. En Mauritanie, le poste de Premier ministre ne sera pas resté longtemps inoccupé. Quelques heures à peine après la démission de Moulay Ould Mohamed Lagdaf, le président de la République nouvellement réélu, Mohamed Ould Abdelaziz, a donc nommé Yahya Ould Ademin, ministre de l'équipement et des transports du gouvernement sortant. Ce dernier devra conduire la politique souhaitée par le président de la République. Une politique qui devrait s'axer autour notamment du renouvellement du personnel politique, mais pas seulement. La formation des jeunes, la lutte contre le chômage et le renforcement des droits des femmes font également partie des priorités du
du nouveau Premier ministre. La nomination de Yahya al-Haddamine comme nouveau Premier ministre mauritanien aura sans doute beaucoup de signification puisque le programme annoncé par le président de la République nouvellement réélu pour son nouveau quinquennat est assez important puisqu'il y a des défis considérables, notamment sur la jeunesse et la femme. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a placé son nouveau mandat sous donc le signe de la lutte en faveur donc du renouvellement de la classe politique, économique et notamment en faveur des jeunes. Donc ce sera sans doute parmi les défis importants que le nouveau Premier ministre Yahya al-Haddamine devra donc relever. Le nouveau Premier ministre devra donc conduire le deuxième temps de la politique du président Mohamed Ould Abdelaziz. Un deuxième temps consacré au redressement économique. En effet, après avoir, lors de son premier mandat, rétabli la situation sécuritaire en Mauritanie, maintenant est venu le temps d'assurer sa pérennité. Et là, Yahya al-Haddamine prend le relais pour encore une fois de nouveaux défis importants, notamment, je le disais tout à l'heure, la situation économique mauritanienne est plus globalement positive, les indicateurs sont plutôt bons, il reste à mettre en œuvre donc des éléments importants. Le premier mandat de Mohamed Abdelaziz était donc sous le signe de la lutte pour la sécurisation du pays. On oublie que c'était un pays qui venait d'une situation sécuritaire assez lointaine et assez difficile. Et là, le nouveau mandat se mettra donc sous les grandes réalisations qui vont sans doute devoir être mises en œuvre par le nouveau Premier ministre Yahya al-Haddamine. Mohamed Ould Abdelaziz a été réélu en juin 2014 avec près de 82% des voix lors d'un scrutin boycotté par une partie de l'opposition. Une opposition que le nouveau gouvernement mauritanien veut convaincre pour construire ensemble la Mauritanie. Le nouveau représentant de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, entame sa première tournée en Afrique centrale. Saïd Djinnit débute sa tournée dans la capitale kenyane, Nairobi, où se trouve son bureau. Du 25 au 26 août, le représentant de l'ONU pour la région des Grands Lacs se rendra à Addis Abeba, puis à Kinshasa, du 28 au 29 août. Objectif de la tournée, se mettre en contact avec les différentes autorités des pays des Grands Lacs et rencontrer les partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région. Le retour de la diaspora, une promesse pleine d'avenir en Guinée. Les autorités ont mis en place un fonds dédié aux Guinéens de l'étranger. Sous peu, un forum va être organisé. Objectif, créer un conseil des Guinéens de l'étranger. Voyez ce reportage réalisé par notre correspondant Mohamed Lamine Solanou. Le président Alpha Condé de nouveau plaide pour le retour de la diaspora. Si le chef de l'État reste confiant, les cadres expatriés sont généralement peu enclins à revenir travailler en Guinée. Outre le faible niveau de rémunération dans l'administration publique, moins de 130 € le mois pour le fonctionnaire moyen, le principal frein évoqué par les jeunes de la diaspora reste le risque d'instabilité politique. Mais l'apport de la diaspora au processus de développement du pays est sans conteste. Si nous voulons l'accélération de l'histoire, il faudrait que nos cadres qui sont à l'extérieur, qui ont une maîtrise parfaite de ces nouvelles technologies, s'impliquent dans le développement du pays, soit en travaillant directement, soit en créant des entreprises. On a créé un fonds d'appui au projet des Guinéens de l'étranger pour permettre à tous les Guinéens vivant ailleurs qui ont des projets en Guinée ici, voir comment les aider. S'il est vrai que la trop grande disparité entre les modes de fonctionnement au travail ou autres lourdeurs administratives bloque dans leur élan une frange des ressortissants guinéens à l'étranger, certains arrivent pourtant à sauter le pas et évaluent l'apport des cadres de la diaspora au développement du pays. Que l'assistance technique que les États paient à certaines sociétés qui sont internationales ou bien dont le siège est implanté à l'extérieur, pour les États, a un coût énorme. Mais dans le cadre des politiques visant à intégrer donc la diaspora, on peut demander à ce que les assistants techniques donc, venant de ces sociétés puissent être, pour la plupart d'entre eux, des personnes originaires du pays. Ça permettrait de faire revenir la diaspora dans le pays. Le gouvernement annonce l'organisation d'ici à la fin de l'année d'un forum de la diaspora. Il va permettre de mettre en place le Conseil des Guinéens de l'étranger. Le forum sera aussi l'occasion de recenser les Guinéens de l'étranger. Aucune statistique officielle n'existe encore, mais on estime à près de 4 millions de personnes le nombre de Guinéens vivant à l'extérieur. La situation ne cesse de se dégrader dans la capitale du Libéria, Monrovia, où le virus Ebola sème la panique. 4 civils ont été blessés
par balle dans le quartier de West Point au cours d'affrontements entre la police et l'armée. Ces heurts interviennent alors qu'un couvre-feu a été mis en place de 21h à 6h du matin. Et puis au Nigeria, un autre pays d'Afrique affecté par le virus Ebola, les autorités, elles, mobilisent les médias pour endiguer l'épidémie. Charles de Jouvenel. Les médias au service des autorités sanitaires. Au Nigeria, le rôle des journalistes prend de l'ampleur. En effet, face à l'expansion rapide de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest notamment, le rôle informatif des médias devient prépondérant. Ainsi, tenir la population informée des modes de propagation du virus, mais aussi de son avancée, des éventuels nouveaux cas détectés, sont autant d'éléments que les radios, télévisions et journaux se doivent désormais de mettre en avant. Plus important encore, ces mêmes médias font désormais passer des messages de prévention. Nous nous sommes assurés que nous avions placé des informations sur la façon de se laver les mains de manière efficace. Nous avons eu des réunions du plus haut niveau au plus bas sur la façon de se protéger. Aux heures de grande audience, nous diffusons également des conseils sur Ebola et sur comment s'en protéger, tout ce qui concerne Ebola et sur ce qui se passe actuellement en Afrique ou en Afrique de l'Ouest, pour être précis. Le rôle des médias est aussi de démythifier une maladie au sujet de laquelle de nombreuses rumeurs circulent. Cette campagne de sensibilisation intensive semble porter ses fruits. Ainsi, les Nigérians seraient devenus plus conscients des implications de la maladie et des dangers qu'elle véhicule. Je n'ai pas peur du tout. Le fait est que quand on est atteint, on ne peut plus l'éviter. Mais tu serres la main des gens et tu fais les bases. Tu te laves les mains au moment où tu rentres chez toi et c'est bon. Tu peux dire aux gens que tu as le virus Ebola. Tant que tu te laves les mains, je pense que c'est bon. Tu peux vivre. Le 16 août, le nombre de personnes atteintes par le virus Ebola en Guinée, au Libéria, au Nigeria et en Sierra Leone s'élevait à 2240. Le nombre de victimes, elle, s'élevait à 1229. À l'heure actuelle, l'épidémie reste circonscrite à ces 4 pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.